Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Il est 12h02, donc on ne va pas laisser de prime aux gens qui vont arriver et démarrer tout de suite cette séance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruno Lecarpe, je suis dans l'équipe conseil. J'interviendrai très peu, je vais servir de fil rouge. Et on a un challenge, c'est-à-dire d'essayer de tenir en une grosse demi-heure, de telle sorte qu'on puisse après engager une conversation avec la salle. Voilà, immobilier au service de la transformation. Je vais vous présenter rapidement les interlocuteurs qui sont en face de vous. La majeure partie d'entre vous connaissent Judith Tiguet, directrice de la transformation. Oui, hein. Bon. Gilles Allard aussi, directeur de l'immobilier. Peut-être un peu moins connu, Dominique Lozé. Alors Dominique a travaillé dans le groupe BNP Paribas pendant de nombreuses années sur des sujets qui ne s'appelait pas encore Flex Office, de qui connaît bien, et il anime maintenant un think tank qui travaille sur le travail, justement. Et c'est un des sujets d'aujourd'hui. Et Clément Alteresco, Clément est le patron, et il vous en parlera tout à l'heure, d'une petite boutique qui s'appelle Bureau à partager. Il nous en dira un mot. Je laisse la parole sans plus de préambule à Judith. Merci beaucoup Bruno. Bonjour à tous. Donc Judith Tiguet, moi je suis là pour vous parler de transformation parce que je suis un peu monomaniaque et en fait vous dire à quel point le sujet qui nous intéresse aujourd'hui participe complètement à la transformation que notre groupe est en train de connaître. En fait, notre groupe se transforme, vous le constatez tous, de manière profonde, rapide et de façon aussi multidimensionnelle. Depuis 2015, avec le projet d'entreprise qui vient appuyer cette transformation, on observe une multiplication en fait, de signes très encourageants qui démontrent des mouvements profonds de transformation au sein du groupe. Je vais paraphraser Isabelle Kocher, qui, quand elle parle de notre transformation, la transformation du groupe et de ces différentes dimensions de cette transformation, en évoque 3. La première transformation, c'est évidemment la transformation de notre business model qu'elle a engagé à travers le projet d'entreprise pour que Engie soit le leader de la transition énergétique. Ce qui veut dire qu'il y a tout un plan extrêmement lourd d'évolution, de changement, qui nous conduit à nous séparer progressivement d'actifs pour pouvoir nous permettre d'investir dans des métiers nouveaux, les métiers des énergies renouvelables, les métiers des solutions, et puis sans oublier ceux du gaz. Ça, c'est évidemment notre première grande transformation au sein d'Engie. La deuxième transformation, c'est celle de notre contexte. Elle le dit, la décentralisation, la digitalisation, mais surtout celle que connaissent nos clients, celles que connaissent nos parties prenantes. En fait, le monde change, le monde s'accélère, il change très vite. Et nous, Engie, nous devons nous adapter à cette vitesse de changement, à tenir compte des attentes qui évoluent de la part de nos clients et de nos parties prenantes. Et ça aussi, ça engage chez nous une transformation profonde. La troisième dimension de la transformation que Isabelle Kocher souligne, c'est bien sûr la transformation très interne qui nous permettra d'être au rendez-vous des deux transformations premières, celle des business models, celle de nous adapter à nos clients et nos parties prenantes et de ce monde qui change. C'est cette transformation profonde interne que nous devons conduire. En fait, le projet d'entreprise a déjà modifié considérablement la dimension organisationnelle de notre groupe, mais cela va au-delà de l'organisation. Cette transformation interne, elle appelle plus de transversalité, plus de collectif, plus d'intelligence collective, de collaboration. Et donc, elle vient interroger nos modes de fonctionnement, nos modes de travail en interne, pour nous adapter à ce monde qui est de plus en plus transverse, de plus en plus horizontal et qui va aussi très vite. C'est évidemment cette troisième transformation, cette troisième dimension qui nous intéresse aujourd'hui, et de savoir comment
toute la dimension immobilière peut venir appuyer cette transformation interne pour plus de performance, plus de transversalité, plus de collectif et aussi plus de solidarité. Tous ces éléments qui sont nécessaires à notre groupe de demain, à notre groupe qui évolue. Un groupe qui se mobilise évidemment vers la décentralisation, donner plus de place au terrain, à ceux qui sont proches des clients, qui se mobilise donc aussi au niveau de nouvelles façons de travailler, où le digital a toute sa place comme facilitateur de nouvelles manières de travailler, mais aussi cette transformation, elle concerne les modes de management. On parle beaucoup du management 3.0 pour aller vers plus de liberté, plus de responsabilité des salariés, que les managers deviennent leaders 3.0. Et tout cet ensemble-là, c'est pour conduire notre transformation interne, pour être au rendez-vous de tous les challenges qui sont face à nous. Et en fait, l'engagement du groupe vers plus de collaboration, plus de collectif, l'engagement du groupe vers de nouvelles façons de travailler, les new way of working, mais aussi les nouvelles façons d'être, les nouvelles façons de penser, les nouvelles façons de faire. Tout ceci basé sur plus de confiance et de responsabilité des salariés est vraiment illustré par la décision impactante qui a été prise de passer toute la T1 progressivement jusqu'à la fin de l'année 2018 en espace de travail dynamique. Pour nous, c'est vraiment une traduction majeure de cette volonté de changer nos façons d'être, de travailler ensemble, en collectif. Et d'ailleurs, le groupe est allé même plus loin, puisqu'il a décidé maintenant que les espaces de travail dynamique devenaient la référence de tout nouvel aménagement. Donc on ne va pas se limiter à T1, c'est l'ensemble du groupe qui demain passera en espace de travail dynamique. Pourquoi ? Parce que ce sont des puissants leviers. Alors, je ne vais pas évidemment déborder sur les interventions de mes camarades qui vont illustrer bien mieux que moi, mais ce sont des leviers fondamentaux pour penser différemment, pour une relation à l'autre différente, une relation au travail différente, avec tout le corollaire aussi du télétravail, bien sûr. La possibilité de passer d'espaces collaboratifs à des espaces isolés en fonction des rythmes de la journée, en fonction de ces rythmes de projets, de portage de dossiers, etc. Ces espaces de travail dynamiques vont nous conduire donc à penser différemment, à travailler différemment, mais aussi à manager différemment. Et on retrouve évidemment les enjeux du management 3.0. Pour nous, il constitue vraiment un moyen d'établir un leadership basé sur la confiance, basé sur la collaboration, basé sur l'ouverture, et donc de s'engager pleinement tous ensemble vers le management 3.0. L'espace dynamique, en plus, au-delà de la collaboration, du coworking qu'il promeut, il est aussi là pour promouvoir l'apprentissage. Parce que ceux qui ont déjà fait l'expérience d'être en espace dynamique, on voit à quel point il est plus facile d'échanger, à quel point l'interaction est immédiate. On ne reste pas avec un problème, immédiatement autour de soi, on a des ressources. Et donc, l'apprentissage et le partage est aisé. Les espaces aussi dynamiques, pour moi, qui ont fait l'expérience en plus depuis 1 an, puisque j'ai rejoint les étages de la DRH Group qui était passé en espace dynamique en avance de phase, je trouve contribue aussi à nourrir une culture commune plus forte. Toujours liée à ce partage, liée à ces échanges en temps réel, en fait. Il n'y a pas de différé. Et enfin, il y a plein d'avantages, mais je ne déflore pas plus le sujet puisque les uns et les autres vont en parler tout à l'heure. Mais il y a un avantage très fort aussi, c'est l'image. L'image de notre groupe grâce à ces espaces dynamiques. Parce que quand on se tourne vers l'externe, qu'est-ce qui attire maintenant les jeunes talents, les nouvelles générations ? Ce sont ces nouvelles façons de travailler. Ce sont ces nouveaux leviers et ces nouvelles offres d'approche du travail, d'échanger, de penser et de coopérer. Et donc pour nous, pour inscrire la transformation de ce groupe dans la durée, avec un signal fort porté à l'extérieur, avec une
une image d'impact sociétal durable, les espaces dynamiques y contribuent pleinement. Voilà les grands messages que je voulais vous livrer sur le lien que l'on effectue, nous, entre la transformation du groupe, avec ces enjeux extrêmement forts de changer de modèle, de business model, jusqu'au lien que l'on fait sur les espaces de travail dynamique qui vont être des supports et des leviers à cette transformation. Merci de votre écoute. Je pense que c'est Gilles. Merci Judith. Alors, effectivement, le thème de la conférence, c'est l'immobilier au service de la transformation. Donc l'immobilier, on est bien dans une approche complètement transverse et alignée sur la stratégie du groupe, avec de nombreux enjeux dont vient du reste de parler Judith. Et aussi parce que nous nous situons dans un environnement très concurrentiel avec d'autres groupes. Donc des enjeux d'attractivité, d'image sont vraiment très, très, très importants. Il y a aussi, et c'est un volet important qui n'est pas le premier, mais qui est important en matière de performance, un enjeu économique, puisque à travers ce projet, nous faisons aussi des économies. Mais j'en profite pour dire que du reste, nous n'investissons pas dans de la moquette ou du mobilier. Nous investissons finalement dans la transformation et dans la culture d'Engie et dans la nouvelle culture telle que on souhaite maintenant la développer. Et une dimension importante aussi, on verra tout à l'heure, parce qu'un des buts de cette conférence, c'est aussi de prendre un peu de recul, d'avoir, pour ceux qui n'en connaissent pas les détails, une vision de ce qui est fait chez Engie, mais de prendre un peu de recul et de regarder également quelles sont les tendances globales dans le monde du travail, en France ou sur un plan très, très global, et puis de voir qu'on est dans un écosystème qui évolue de plus en plus rapidement, donc sur ces modes de travail, d'où les deux interventions qui suivront, et avec notamment toute une offre de coworking qui se développe, et puis dans un écosystème très digital et de plus en plus digital. Donc tout ça nous pousse à changer les choses. Et un des messages aussi que je voulais passer, nous ne sommes pas en train de plaquer quelque chose de comestique parce que c'est tendance et parce que d'autres le font. On a du reste dans le projet d'espace dynamique sur T1 eu dès le départ engagé une approche de co-construction très, très à l'amont. Du reste, je reconnais certains d'entre vous qui ont pu participer aux toutes premières phases de cette démarche. Donc de façon à construire quelque chose qui réponde à la stratégie du groupe et aux attentes des collaborateurs volontaires qui ont conçu les espaces types et puis également qui ont participé à des groupes de travail dont pourra également parler Bruno en matière d'accompagnement, de tout le dispositif d'accompagnement, donc qui ont permis de personnaliser aussi des espaces en fonction des attentes des différentes équipes. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je réagirai peut-être sur les interventions qui suivent, mais j'ai un petit film, une petite vidéo à vous montrer, donc pour ceux qui n'ont pas encore visité ou vécu dans ces espaces. Donc si on peut lancer la courte vidéo de présentation.
Est-ce que Bruno peut nous parler de l'aspect conduite du projet, conduite du changement? Alors, j'ai essayé de faire un petit retour en arrière. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet là au sein de T1. Comme le disait Judith tout à l'heure, DRH il y a 3 ans et puis 12 étages en 2017, ce qui représente en gros 1500 personnes qui ont franchi cette étape de passer d'un bureau plus ou moins fermé, plus ou moins tout seul, à un espace plus dynamique. Alors ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que même si à l'origine les quartiers sont plus ou moins tous semblables, la manière dont ils sont habités est très très différente. Et vous reconnaissez, si vous passez au 22e nord-ouest ou au 26e sud, vous reconnaissez assez vite qui habite le quartier. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait l'effort, en prétextant de ce passage en espace dynamique, de re-questionner plusieurs sujets, de re-questionner la manière dont ils travaillent, de re-questionner éventuellement leur organisation, de re-questionner le travail. On en parlait tout à l'heure avec un certain nombre d'entre nous. C'est-à-dire, en quoi ces nouveaux espaces me permettent-ils de, ou pas, mieux travailler, de re-questionner la manière dont ils vivent leur collectif, et de re-questionner également la manière dont, à titre personnel, ce passage en espace dynamique est l'occasion ou pas, parce que ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui ont décidé de le faire, d'autres qui ne font pas cet exercice encore, de reconsidérer la manière dont leur propre vie au travail est modifiée par les espaces de travail dynamiques ou par le télétravail, qui sont, à mon sens, des sujets qui sont assez liés. Je vais m'arrêter là. Donc, des espaces similaires et des manières d'habiter extrêmement différentes. Et la différence entre les deux, c'est justement le fait d'avoir pris le temps de réfléchir à l'impact de ces espaces dynamiques sur le travail tel que nous le vivons au quotidien. Pas plus. Je vais demander à Dominique Loiseau en quoi tout ce qu'on vient de se raconter l'inspire et qui nous donne un témoignage vu de l'extérieur. Merci. Bon, en fait, je m'appelle Lozé, mais bon, moi, mais un oiseau, c'est bien, ça prend son envol. C'est bien. Ouais, donc, effectivement, moi, j'ai travaillé pendant 5 ans environ chez BNP Paribas sur l'évolution des environnements de travail, ce qu'on appelle dans ce groupe-là le flex office, que vous appelez ici environnement dynamique, mais on parle un peu de la même chose, et puis sur le télétravail. Et puis, il y a 2 ans, avec des professionnels qui ont travaillé sur ces sujets, venant de l'immobilier, venant de la RH, venant du coaching, venant de la transformation et venant de l'IT, parce que ce sont tous ces sujets on a créé un groupe de réflexion sur l'évolution du travail. Voilà, je co-préside. Alors moi je voulais aborder avec vous des questions plus qu'autre chose. Hein. On parle de changement aujourd'hui, on parle d'environnement dynamique, on parle de changer nos habitudes, les vôtres en tout cas. Et c'est bien de se demander mais pourquoi on fait ce qu'on fait de la manière dont on le fait aujourd'hui ? Et finalement, on le fait parce qu'on est dans le fruit d'une évolution qui est l'appropriation par le secteur tertiaire et le secteur des services des modes d'organisation et des modes de travail de l'industrie. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Hein. Au commencement, pourquoi les gens ont travaillé au même endroit en même temps avec les mêmes outils ? C'est pour accroître la productivité, et l'efficacité et le contrôle. Voilà. 18e siècle et avant, les paysans, quand ils ne travaillaient plus la terre, ils faisaient du tissage à domicile. Bon, ça ne leur serait pas venu à l'idée d'aller faire 20 km pour aller à la ville tisser. Ils faisaient ça chez eux. Puis à un moment, le tissage est devenu une industrie, et les filatures anglaises ont battu les françaises, et les Français ont voulu rattraper les Anglais. On ne va pas refaire tout ça. Mais c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire, à un moment, on a dit, c'est plus possible de continuer à travailler à la maison pour des activités qui seront mieux faites, plus vite, moins chères, mieux finies, mieux contrôlées, si on les fait tous ensemble avec les mêmes outils. On a créé des filatures. Voilà. Comme ça que c'est venu. Et ça a bien marché.
Et puis on a reproduit la même chose dans le secteur des services. Alors je vous mets de jolies petites photos. Elles ne sont pas du passé, elles sont de cette année. Vous avez en haut un call center, je ne vous dirai pas lequel c'est parce qu'ils existent en France. Bon, et puis vous avez une salle de marché dans une banque à Chicago. On peut travailler comme ça dans le secteur des services. Et il y a des moments où je laisse de côté l'aspect humain, l'aspect agréable, l'aspect etc. Il est peut-être fondé d'avoir une organisation des espaces, une organisation du travail qui oblige à ça. Peut-être. En tout cas, à l'inverse, on a des tas d'autres évolutions qui nous permettent de nous interroger sur est-ce qu'il faut qu'on continue à travailler dans le secteur des services. Vous n'êtes pas dans le secteur des services à proprement parler, mais vous, ici, à cet endroit, à La Défense, vous l'êtes. Bon, vous n'êtes pas dans une plateforme de forage de gaz, etc. Bon. Voilà. Est-ce qu'on doit encore travailler pour des raisons qui ont vu le jour au XVIIIe siècle et qui se sont déployées au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle? Pourquoi on continuerait de travailler pareil? Est-ce que c'est un avantage collectif pour l'entreprise? Est-ce que c'est un avantage individuel et personnel? Alors, on est tous forcément conservateurs, on a tous forcément des réticences au changement. Vous avez des plans d'accompagnement qui sont là pour aider chacun d'entre nous à vaincre les réticences naturelles qu'on peut avoir. Mais on sait bien que comme consommateur, on a changé. Comme acteur public, on a changé. Comme citoyen, on a changé. On ne se comporte plus pareil qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Si vous regardez, je ne l'ai pas mis ici, mais allez fouiller sur Internet les photos de la place Saint-Pierre à l'élection de Jean-Paul II et les photos de la place Saint-Pierre à l'élection du pape François. Vous avez une belle photo, Jean-Paul II, avec des gens qui ont des briquets allumés, des bougies, et puis l'autre photo où il y a des gens, on voit des lumières tout pareilles, mais c'est des iPhones. Bon, et là, on est pourtant sur la place Saint-Pierre, dans un truc très profond qui renvoie à des convictions, qui renvoie à des... Même pour ça, on a changé. Même pour ça, on a changé. Il y a aussi une photo extraordinaire d'un meeting d'Hillary Clinton avec ses partisans où ils lui tournent tous le dos. Mais ils lui tournent tous pas le dos pour leur montrer les fesses. Et ils lui tournent le dos pour faire un selfie. Les comportements changent. On utilise... Alors tous ou pas, moi je suis chauffeur privé plutôt qu'Uber. On a changé nos modes de comportement d'utilisation des véhicules. Quoi qu'on pense de Madame Hidalgo, Vélib, le partage de l'offre de vélo, c'est un succès. Le partage de l'autolib, c'est un succès. L'idée pour beaucoup de Parisiens d'acheter une voiture ou d'acheter un vélo devient obsolète. Maintenant, il y a les scooters qui démarrent, etc. Airbnb, la plupart d'entre nous l'ont utilisé ou vont l'utiliser, ou ont les enfants qui l'ont utilisé. Et pourtant, ça vient de loin. Le Airbnb, au départ, c'est grosso modo pour aider les étudiants dans l'équivalent Erasmus américain à se trouver une piole. Et là, on est dans quelque chose qui dépasse l'offre hôtelière dans notre pays et en Europe occidentale. Je viens de vacances en Italie, dans Airbnb. La ville où j'étais, l'offre Airbnb est supérieure aussi à l'offre hôtelière. C'est le cas à Paris. Bon. Donc ça change, et ça change parce qu'on change dans nos comportements. Quand vous rajoutez à ça les deux phrases que j'ai citées, là, qui sont quand même pas banales, hein, c'est de se dire, le PDG de Cisco qui disait à Davos en 2015 que 40% des activités qui existent aujourd'hui auront disparu dans 10 ans. Et puis, vu de l'autre côté, c'est le ministère de l'Éducation américain qui le dit, 65% des enfants qui rentrent à l'école primaire aujourd'hui feront un boulot qui n'existe pas encore. Alors, c'est peut-être exagéré, 65%, en fait, on n'en sait rien. Mais quand bien même, ce serait 50%. Vous mettez ça en regard avec le fait qu'au collège, moi j'ai une fille en 5e, au collège, le conseiller d'orientation demande encore aux enfants « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» C'est la question qui est complètement ridicule. L'enfant qui va répondre bah, « écoutez, je vais faire 4 périodes dans ma vie, je vais d'abord rentrer dans une boîte de consulting, puis après je vais aller ouvrir un bar à tapas à Calcutta, et puis après je vais faire un break au Burkina Faso, faire du caritatif, et puis je vais revenir chez Total ou chez Engie »,
le prof, il ne va pas l'écouter. Le prof, il veut pompier, médecin, avocat, machin. On est dans une évolution de rupture et de transformation colossale de la société qui nous affecte tous, qui affecte tous nos comportements et dont on ne peut pas supposer qu'elle n'affecte pas les lieux de travail. C'est impossible. Bon. Et de la même manière qu'avec mes histoires du 18e et du 19e, on a la technologie qui a impliqué un mode d'organisation du travail et donc un mode de vie des gens. De la même manière, aujourd'hui, la technologie va faire que les modes de vie qui ont déjà changé à l'extérieur vont changer à l'intérieur. Comment allons-nous dire aux collaborateurs qu'on recrute? Comment allons-nous dire aux plus jeunes d'entre nous qu'on est obligé d'aller au bureau tous les jours? Alors qu'il n'y a aucune raison. Parce que moi, je bosse avec ça et avec ça. Et je peux travailler partout. Donc il faut être sacrément vicieux pour m'obliger à faire 1h30 de transport, alors que je peux le faire sans faire 1h30 de transport. Bon. Donc il faut une raison à ça. Il faut justifier. Parce que si on ne le justifie pas auprès des collaborateurs, ils diront « No way, je vais ailleurs, je vais là où on m'autorise à le faire ». Parce que soit il y a une raison de le faire, collaboratif, co-construction, dynamique de groupe, brainstorming, travailler ensemble, tout ce qu'on veut, ça existe. Et là, il y a des raisons de se voir. Bon, soit il n'y a pas de raison et c'est juste de la bureaucratie. Parce qu'on peut travailler n'importe où. Alors, forcément, de ce point de vue-là, les espaces de travail changent. Et ils changent. Soit on aborde ça comme une contrainte, soit on aborde ça comme une chance. Et l'environnement dynamique, moi je l'aborde comme une chance et comme un rattrapage au travail de ce qu'on a à la maison. Parce que jusqu'à présent, si on n'en est pas en environnement dynamique, ou flex, on est assigné à résidence, à une place, à un bureau, on a tous à peu près le même bureau. Alors si on a des bureaux, on a 9 mètres carrés, 12, 15, peu importe, ou alors on est sur des benches tous les mêmes. Et quoi qu'on fasse dans la journée, quoi qu'on fasse dans la semaine, on nous dit t'es là, t'es assigné à résidence. Or la réalité, les sociologues du travail sont très clairs sur ces sujets-là, c'est qu'un collaborateur des services, et particulièrement les cadres, mais tout le monde dans les services, a en fait une séquence d'activités qu'on peut très bien définir. Je ne vais pas les lister, il y en a qui disent qu'il y en a 10, il y en a qui disent qu'il y en a 15, mais grosso modo, je suis en réunion, je prépare la réunion, je débriefe de la réunion, j'ai une visio, une conf call, j'ai un entretien individuel avec -1 ou -1, je fais du brainstorming avec des collègues, je dis du mal de mon chef à la machine à café, etc., etc. Et on peut faire une liste d'une dizaine de choses comme ça, qui, si on les prend avec une page blanche, on se dit c'est bien que chacune d'entre elles ait un environnement particulièrement adapté pour, et en aménagement et en mobilier. Et regardez chez vous. Alors évidemment, ceux qui habitent un studio ne vont pas être concernés par ce que je dis, qu'ils m'excusent. Mais ceux qui ont plusieurs pièces chez eux, ils ont une cuisine en général ou une salle à manger. Et en général, ils ne dorment pas dans la cuisine. Puis en général, ils vont se dormir dans le lit. Puis en général, ils regardent la télé sur le canapé, etc. C'est-à-dire qu'il y a des endroits assignés pour différentes activités. Ce qu'il n'y avait pas au travail jusqu'à maintenant. Alors la question n'est pas de changer les habitudes pour faire du dogmatisme et au coup de sifflet, tout le monde bouge quand on parle d'environnement dynamique. La question n'est pas de vous dire que quand, dans votre chambre et dans votre lit, un jour vous êtes du côté droit, un jour du côté gauche parce qu'on a décidé qu'il fallait changer, que c'était mieux. La question c'est de dire que quand on travaille tout seul, on a besoin d'un environnement qui est plus confidentiel, plus clos, où on est plus confortable, qui est différent de quand on est en entretien à deux, qui est différent de quand on prépare une réunion en brainstorming, qui est différent que quand on est dans un digital lab ou je ne sais pas quoi, et que donc l'entreprise se met au diapason de la vie privée pour fournir des environnements différenciés, adaptés aux activités différenciées. Et de ça, il ne faut pas avoir peur, parce que ça, c'est la vie. Et dans 5 ans, on trouvera même assez curieux qu'on ait pu vivre autrement. Moi, voilà essentiellement ce que je voulais dire comme background. Alors, après l'environnement dynamique, on disait c'est pas une mode. Moi, je pense que c'est effectivement pas une mode, c'est pas de la cosmétique, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond qui est liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire moi qui peux travailler n'importe où, anywhere, anytime, any device, pourquoi je dois aller là? Et est-ce que finalement, le mix de ce que je vais, de où je vais travailler, n'est pas de temps en temps
au bureau au sens où nous sommes maintenant, de temps en temps chez moi, et de temps en temps dans des tiers-lieux au sens large, espace de coworking, le bistrot des coins, plus ou moins organisé, plus ou moins sécurisé, suivant l'entreprise pour laquelle je travaille, suivant ce que j'ai à faire. Mais on voit la lame de fond, elle existe. Hein. Alors les précurseurs, évidemment, sont des gens qui n'avaient pas grand mérite, il faut être honnête, parce que c'est les cabinets de conseil, Accenture, le dernier qui est passé, c'est Deloitte, ils sont jamais au bureau. Donc c'est pas très compliqué pour eux d'aménager des bureaux pour des gens qui passent au mieux une journée par semaine. Donc je pense qu'il faut les citer parce que ça existe, mais il ne faut pas les citer comme des showcases, comme des modèles qu'on doit copier. Ce sont des gens qui sont allés très loin dans la rationalisation de l'immobilier, la rationalisation des mètres carrés. En général, ils ont de l'argent et des collaborateurs bien payés, donc les bureaux sont bien agencés. Mais enfin, ils s'adaptent au fait que 70% des gens chez Atos, ils ne sont pas chez Atos, ils sont chez le client, de même que les gens d'Accenture, etc. Mais il faut les citer quand même parce qu'ils sont grosso modo tous passés en flex office. Maintenant, on a des choses qui avancent beaucoup. Hein. Si vous regardez BNP Paribas, d'où je viens, moi j'ai travaillé 5 ans en préparation des projets. Le showcase, le modèle, c'est 2500 personnes à Levallois en environnement dynamique avec un tout petit peu moins de 8 positions de travail pour 10 collaborateurs. Et l'objectif de BNP Paribas, c'est de passer tous les sièges parisiens en flex office d'ici 2020, c'est-à-dire plus de 15 000 personnes, entre 15 et 20 000 personnes. Bon, et ça avance, ça marche forcé avec livraison. Mais avec des contraintes assez fortes en termes de mètres carrés par collaborateur et en termes de position de travail par collaborateur. On a des gens donc on est sur du massif, comme vous. Hein. Le plus massif connu de moi, c'est la Société Générale avec l'immeuble Les Dunes à Val de Fontenay, avec plus de 5000 collaborateurs, 50 000 mètres carrés. Bon, mais avec peu de contraintes en mètres carrés, peu de contraintes en espace, et pas de contraintes non plus en position de travail par collaborateur, puisqu'ils sont restés à 1+1. Bon. Et puis, on a des sociétés maintenant plus petites qui y vont. Je crois que la dernière en date pour moi, c'est je me trompe, c'est Adidas, pardon, c'est Adidas cet été avec 3000 mètres carrés. Juste avant, il y a eu Danone. Bon, il y a des approches assez différenciées dans toutes ces entreprises. Je crois que le but, c'est pas de les lister. Le but, pour moi, et ce sera ma conclusion, c'est de dire il faut être attentif à plusieurs choses. C'est pas un projet. La première, c'est que c'est pas un projet immobilier. C'est l'immobilier au service de la transformation. Si c'est un projet immobilier, on parle d'autre chose. On se dit, on va gagner des sous sur les mètres carrés. On part de la Défense pour aller à Val de Fontenay ou Porte d'Aubervilliers, comme fait BNP Paribas. Bon, ça, c'est autre chose. C'est pas un projet de transformation. Quand on parle d'environnement dynamique, on parle d'un projet de transformation qui embarque forcément la manière de se comporter des collaborateurs. Je suis à des endroits différenciés dans l'immeuble. Souvent, c'est accompagné de télétravail, donc je suis parfois pas joignable immédiatement physiquement. Je suis parfois dans des espaces de coworking, donc je suis ailleurs. Et donc, il faut pouvoir communiquer différemment. Et donc, il faut les outils de la communication. Donc, le deuxième sujet, c'est qu'il faut que l'informatique suive, qu'elle précède, pour avoir les moyens de communication, les moyens de stockage, les moyens de chat, les moyens de jet, de workflow, tout ce qu'on pour pouvoir travailler. Puis le troisième sujet, c'est que Judith le disait bien tout à l'heure, c'est que le management ne peut plus être pareil. On ne manage pas des gens qui sont en télétravail ou qui sont pas à portée immédiate de vue de la même manière qu'on manageait il y a 30 ans. Donc on importe dans la proximité géographique les modes managériaux du management à distance des groupes internationaux ou des réseaux de province. Bon, et ça s'apprend, c'est pas si facile que ça. Et puis, dernier point, et je finis là-dessus, je vous promets, il ne faut pas mésestimer les difficultés individuelles à s'approprier le changement. Et donc, s'il n'y a pas un accompagnement durable avant, pendant, après, sur comment on se comporte, les transformations, le respect de l'autre, le travailler ensemble, le vivre ensemble, le savoir-être, ça ne marche pas. Et pour ça, il faut des gardiens du temple.
bon, je ne sais pas où ils sont chez vous, s'ils sont à la DRH, à la direction de l'immobilier, à la transformation, mais les gardiens du temple, ils ne sont pas seulement en haut ou ailleurs, ils sont dans chaque équipe pour que ça fonctionne bien entre tout le monde. Juste pour... Oui, Clément, pardon. Oui, donc, juste pour rebondir 30 secondes sur les propos de Dominique, effectivement, avec les espaces dynamiques, on trouve une sorte d'écosystème d'espaces de travail différents, et chacun a le choix d'aller dans tel ou tel espace. Mais si on dézoome, si on sort de l'immeuble, on est dans un écosystème plus large où il y a aussi d'autres lieux de travail. Donc c'est ce qu'on va voir avec une industrie qui se développe très fortement dans le domaine du coworking. Bonjour à tous. Qui a déjà bossé dans un espace de coworking? Bon, je suis là pour que toutes les mains se lèvent dans quelques années. Donc moi, je suis le directeur d'une petite boutique, effectivement. On est 60 chez BAP et je suis là pour vous parler un petit peu de coworking. Le coworking, c'est un truc de fou dans le monde. Ça fait à peu près 12 ans que ça existe, que c'est apparu sur la côte ouest des États-Unis. Au départ, c'était les indépendants qui se réunissaient dans les cafés, qui commençaient à bosser ensemble dans les cafés, puis ils ont commencé à bosser chez des gens, et puis ils se sont rendus compte que ils devraient créer des espaces pour se rencontrer, etc. Et c'est un essor qui a démarré tranquillement en 2005. En 2010, on a un truc qui est arrivé qui s'appelle WeWork, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Et il y a une envolée vraiment extraordinaire dans le monde. Et en France, on n'est pas les derniers, voire on est plutôt en tête de liste, puisque on a beaucoup d'espace. Je ne sais pas, regardez, je vais regarder là. Donc je crois qu'on est troisième, notamment à Paris. Paris est la troisième ville au monde pour les espaces de coworking. Donc on est plutôt bon. D'ailleurs, on est plutôt bon sur le collaboratif en général. Tout ce qui est économie collaborative, tout ce qu'on a parlé, Airbnb, Blablacar, tout ça, ça marche très bien en France. Donc on a une culture qui est fertile pour la collaboration. C'est bon à savoir, on est bon là-dessus. Alors le coworking, pourquoi ça marche? Pourquoi il y a un essor aussi fort? Tout d'abord, ça répond à quelque chose d'assez simple, c'est la flexibilité. Quand vous êtes une petite entreprise, quand vous êtes un indépendant, que vous cherchez un espace pour bosser, si vous commencez à rencontrer des propriétaires et qui veulent vous faire signer un bail 369 de 50-100 mètres carrés, à l'heure du digital, à l'heure où vous ne savez même pas ce que vous serez dans 6 mois, c'est juste pas possible. Donc au départ, c'est ça l'offre du coworking, c'est vraiment toutes ces TPE, ces indépendants, ces petites PME qui cherchent un espace et qui galèrent avec des espaces de bureaux classiques. Et au départ, bureau à partager, c'était beaucoup de partage de bureaux. C'était des boîtes qui prenaient 200 mètres carrés, qui les partageaient avec des petites boîtes à côté. Donc c'était beaucoup de colocs de bureaux. Donc la flexibilité, c'est vraiment la base, et c'est aussi sur ce terrain que s'est construit le coworking, sur une contrainte immobilière assez classique du 369. Le bail 369, 3 ans, 6 ans, 9 ans, pour ceux qui ne connaissent pas. La flexibilité, ça amène évidemment les coûts, parce que quand on est flexible, on permet à sa charge immobilière de s'adapter en fonction de sa stratégie, de sa croissance, sa décroissance. Donc évidemment, ça a un impact sur les coûts, et c'est donc très important. Et les gens qui partagent, évidemment, partagent la salle de réunion, partagent le café, le ménage, et du coup, ça réduit les coûts mathématiquement. Donc ça a un impact direct sur les coûts, donc c'est une évidence, surtout pour les petites entreprises. Et enfin, c'est la cerise sur le gâteau, et c'est ça qui, en fait, crée toute la valeur du coworking, et c'est ça qui, chez BAP, est notre obsession. C'est cet aspect lien social qui est créé dans les espaces. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on se frotte, quand on partage un espace, quand on échange autour d'une machine à café, il se passe des choses, on s'échange des services, et ça se passe encore plus facilement quand les gens sont dans une dynamique propice à ça, donc quand l'espace est propice à ça. Et donc toute notre ambition chez BAP, c'est vraiment d'arriver à créer les conditions de ces synergies en créant du lien social. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais c'est pour nous une science. C'est ce qu'on appelle l'expertise sociale, et c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir et de pousser à fond. Alors il y a plein d'acteurs sur le coworking, et ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi bien des gros acteurs que des tout petits acteurs. Il y a des banques, il y a des anciens qui s'appellent Regus, qui créent des coworking cool, qui s'appellent Spaces. Il y a des Gessina, il y a Crédit Agricole, il y a Bouygues, il y a des petits photographes qui créent des espaces. Donc il y a vraiment
plein de monde. Et puis il y a un géant américain qui a levé 4 milliards d'euros il n'y a pas si longtemps, donc on est sur des beaux montants, qui s'appelle WeWork, qui a démarré en 2010 et qui est vraiment le mastodon du coworking, qui veut aussi faire du co-living et qui ouvre des espaces partout dans le monde. Et à Paris, ils ont déjà ouvert un espace, ils en ouvrent 2 ou 3, je crois, bientôt. Donc voilà, ça c'est un peu pour moi qui suis dans le coworking depuis assez longtemps, c'est l'étoile filante qu'on voit passer, qu'on regarde et qu'on suit parce que c'est intéressant d'avoir comme ça une sorte de comète devant nous. Ça, je vous en ai parlé, je vais aller assez vite, mais c'est cette idée de passer du fixe au flexible qui est important. Et même pour les grands groupes, de plus en plus, j'ai cette discussion avec des grands groupes qui disent mais pourquoi nous on prend des beaux longs, pourquoi pas justement avoir des équipes qui passent en coworking. Et de plus en plus, en fait, le coworking s'adresse à ces grands groupes pour des équipes qui ont envie d'être ailleurs, ça arrive de plus en plus, et aussi pour le télétravail, on en parlera tout à l'heure. Donc on est passé d'un marché qui s'adressait aux indépendants, freelance, TPE, PME maintenant, de moins de 30 personnes. Il y a beaucoup de PME qui switchent quand elles vont se dire faut qu'on reprenne un espace de 300 mètres carrés ou j'ai un espace de coworking qui m'offre des super salles de réunion, une salle de gym. Qu'est-ce que je fais, 300 mètres carrés ou espace de coworking très cool? Vous avez compris, ça switch très facilement. Donc il y a une sorte de cannibalisation aussi du marché sur toutes les PME maintenant qui sont autour de 30 personnes. Donc ça ouvre tout un marché. Ça va aussi avec des offres de coworking qui sont beaucoup plus grosses, comme celle de WeWork. Des espaces de 11 000 mètres carrés avec des espaces dédiés de 100, 200, 300 mètres carrés pour des équipes entières. Donc l'offre évolue et du coup, de plus en plus, on se retrouve avec des plus grosses boîtes et ça commence à intéresser des grands groupes. Donc le coworking maintenant, ça intéresse à peu près tout le monde. Voilà, je viens d'anticiper sur ce slide. Et pour vous montrer qu'il y a une profondeur de marché qui est énorme, et c'est pour ça que tous les gros s'y mettent, notamment Bouygues vient de faire un accord avec Accor pour Nextdoor, et je pense qu'on est sur le début d'une grosse vague sur ce marché. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez BAP? Notre objectif, c'est effectivement de réinventer le travail, parce que le coworking, c'est un prétexte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de penser la façon dont on va bosser demain. Donc la première activité, notre mission, c'est de permettre aux organisations d'adopter des nouvelles façons de travailler grâce au coworking. Donc le coworking, c'est la base, mais notre vraie mission, c'est d'accueillir des gens et de leur permettre de se développer dans nos espaces, de rencontrer des gens, de se développer économiquement. On a 4 business chez BAP. Je vais aller assez vite sur les 3 premiers. Le premier, c'est un site, c'est l'origine, bureaupartagé.com, qui recense tous les espaces de coworking en France. On a aussi un pendant américain qui s'appelle Share Your Office. C'est un peu le Airbnb en fait. On recense tous les espaces de coworking, aussi toutes les colocs en France. Donc si demain vous avez un espace à Marseille, vous pourrez le mettre sur le site et trouver des colocs grâce à Bureau Partagé. Le site est tout neuf, on vient de le refaire il y a 2 semaines, donc je suis très content de vous montrer ces images. On est le leader sur ce marché. Voilà, donc c'est vraiment l'équivalent d'Airbnb pour être simple. On a aussi développé un logiciel de gestion, donc ça c'est plus derrière, pour les gestionnaires d'espaces de coworking, pour gérer toute la partie administrative et surtout pour gérer la partie communauté. Donc le trombinoscope, le fil d'actualité de l'espace, les événements de l'espace, etc. L'objectif, c'est de créer du lien numérique, là, pour le coup, grâce à un outil intranet, on va dire, évolué. Enfin, on crée nos propres espaces de coworking et c'est la plus grosse activité chez BAP. On a 15 espaces qu'on opère nous-mêmes, à peu près 4000 personnes qui viennent bosser chez nous. Avec une particularité qu'on aime beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'espaces en transition. Par exemple, on s'est vu avec Gilles dans une école qu'on a récupéré, un ancien lycée de 7000 m² en plein 9e, qui est un lycée qui est en transition, qui attend des gros travaux. On attend un permis de construire. Et du coup, en attendant, il y a 1, 2 ans, 3 ans qui se passent où l'espace est vide. Donc on prend ces espaces et on les réaménage. On recycle un espace comme ça. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi des espaces de façon sur le plus long terme. Mais on aime bien ne pas laisser des espaces, il y en a beaucoup qui restent vides, et les recycler. Et ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Voilà, donc ça, c'est le plus important, c'est Morning Coworking. Donc Morning Truden, c'est notre école. Il y a Morning Sainto, il y a Morning Levallois.
Donc on crée des espaces avec une ambition, c'est de créer du lien dans ces espaces. Et enfin, et c'est sûrement le sujet qui peut vous concerner le plus, on est en train de développer un outil mobile qui s'appelle Flex, qui va faire la suite, je pense, de toute cette démarche d'espace dynamique. Nous, notre principe, c'est de dire que le bureau, il est au bout de la main, il est sur le téléphone mobile et qu'on peut le réserver quand on veut, où on veut. Donc, ça va évidemment dans le sens du télétravail. On n'a plus envie de faire 1h15, je crois que c'est même plus de temps de transport en moyenne en Ile-de-France. On n'a plus envie de se déplacer. Pourquoi aller effectivement tous les jours au bureau alors qu'on peut bosser à la maison? Alors faut-il encore que la maison soit bien? Et c'est pour ça que nous, ce qu'on pense, c'est que la maison, c'est pas le bon espace pour bosser. C'est plutôt l'espace de coworking qui se trouvera à moins de 10 minutes de chez vous. Donc demain, s'il y a une grève, au lieu de rester chez vous parce qu'il y a l'enfant qui braille et vous n'êtes pas très confort sur votre canapé, l'idée c'est que vous alliez dans un espace qui soit pro, fait pour ça, un espace de coworking à moins de 10 minutes de chez vous. Et donc ça, c'est aussi une ambition de créer un réseau assez étendu d'espaces de coworking. Pécresse, par exemple, veut créer 1000 espaces de coworking en Ile-de-France d'ici à 2020. Donc il y a aussi une dynamique politique, publique, sur la création d'un maillage d'espace. C'est aussi inscrit dans les ordonnances Macron, le télétravail. Donc il y a un vrai sujet RH. Maintenant, les entreprises doivent justifier le fait de ne pas autoriser le télétravail. Donc c'est en train de se développer encore plus qu'avant. Voilà, pour finir, cette idée de pouvoir bosser un peu où on veut, quand on veut, avec une application mobile pour réserver un poste de travail, une salle de réunion partout, dans Paris, en Ile-de-France, entre deux réunions, parce que je suis en télétravail, qui est plus cette limite en fait de je vais à une réunion, je vais au bureau, je reste chez moi, que ça soit en fait liquide, que le bureau soit dans la poche, qu'on puisse décider d'organiser une réunion d'équipe sur les Champs-Élysées, sur une petite salle de réunion de 5 personnes, d'aller bosser dans un espace de coworking dans le 10e parce qu'on a une réunion à côté le matin, qu'on ait plus que ça soit simple, comme quand on prend un chauffeur privé. Moi aussi je suis chauffeur privé, et qu'on ne se pose pas de questions, on sort son téléphone, on commande un chauffeur. Là on sort son téléphone, on commandera un bureau et on ira bosser pour quelques heures. Si on a besoin de se concentrer, on prendra un bureau pour se concentrer. Si on a besoin d'un endroit brainstorming, on prendra un bureau. Voilà. On aura plein de types de bureaux, des salles de réunion qui seront disponibles. Et ça a des impacts évidemment géniaux. À court terme, c'est évidemment la mobilité, le bien-être des salariés qui sont maîtres de leur temps, maîtres de l'endroit où ils bossent. Il y a une question forte qui est la culture d'entreprise, qui est aussi très importante dans des grands groupes comme le vôtre. C'est que sortir de la tour, aller bosser dans d'autres endroits, ça permet juste de s'éveiller, de voir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes. Donc d'avoir une porosité entre la culture forte de votre entreprise et d'autres cultures qui sont intéressantes, qu'il faut aussi ne pas oublier et aller chercher pour toujours être en alerte, parce que le monde dans lequel on vit, il demande d'être en alerte, il demande d'être en capacité de toujours être à la pointe. Et donc la culture, c'est devenu un vrai gros sujet pour les grands groupes comme vous. Et enfin, on en parlait, c'est aussi une façon de réduire quand même ses coûts immobiliers. Une fois qu'on a des gens qui bossent partout, on a plutôt besoin d'avoir des espaces dynamiques, des espaces sympas pour des réunions, pour se retrouver, justement pour être au cœur de la culture de la boîte et plus sur forcément du boulot. Donc voilà un petit peu ce qu'on imagine sur Flex. Alors on est peut-être un petit peu en avance, mais c'est bien d'avoir un petit peu d'avance. On est peut-être 3 ans en avance, mais pas tant que ça, je pense. Et donc voilà, donc ça c'est l'équipe de BAP, plutôt une bande de jeunes, et ça c'est l'école à Truden. Donc voilà, je vous remercie. Bon, alors en 30 secondes, vous prenez votre voisin le plus proche et vous essayez de lui expliquer ce que ça vous a inspiré, et je prends les premières questions tout de suite après. Allons-y. Vous avez forcément un voisin le plus proche. Oui, pendant que tout le monde se concerte,
Juste pour indiquer qu'on est vraiment aussi sur une lame de fond. J'ai simplement pris dans ma messagerie dans la semaine quelques invitations, événements autour de tous ces sujets. Là, j'en ai mis que 3 parce que sinon, ça devenait assez illisible. Mais il y a des conférences par différents acteurs, l'association des directeurs immobiliers, bien sûr, également. Et puis une manifestation tout près d'ici, à Cœur Défense, le 21-22 novembre, où chacun d'entre vous du reste peut s'y rendre. Il y a un programme assez chargé avec des ateliers très intéressants qui permettent d'ouvrir un peu la réflexion sur tous ces sujets. Allons-y. Vous nous dites qui vous êtes ? Françoise Pantier, médecin du travail et ergonome aussi. Je suis arrivée en retard à votre présentation et je m'en excuse. Sur ce que j'ai vu, ça m'intéresse beaucoup. Juste une remarque sur les photos qui ont été présentées de tous les espaces coworking. Quand on regarde sur le plan ergonomique, il y a quand même des améliorations, enfin il me semble, à apporter. Voilà, donc savoir si ce volet-là va être retravaillé dans les futurs espaces de coworking. Alors, effectivement, quand vous montez un espace de coworking, c'est pas votre priorité d'avoir le poste super ergonomique mais je pense que le fait que des grands groupes comme vous commencent à investir les espaces de coworking, ça va devenir une demande. Et donc, je pense que les espaces de coworking vont monter en puissance sur ces aspects-là. Nous, par exemple, on est en train de faire un partenariat avec Urban Massage pour qu'ils viennent masser les salariés, les coworkers, tous les vendredis gratuitement. Donc, je pense que les espaces ont cet aspect bien-être et bien-être au travail en tête. Et donc, ça fait partie de la roadmap, je pense, et voilà, ça va se développer. Oui, bonjour. Merci. 2 questions. La première, c'est qu'on cherche depuis un mois qui est partenaire NJ de Revolution at Work. Parce qu'on a vu qu'NJ était partenaire, mais on ne sait pas qui, quelle direction. Et il y a effectivement beaucoup de directions NJ intéressées par ces sujets. QVT, santé-sécurité, des directions immobilières, RH, on ne sait pas. Et malheureusement, il y a souvent des événements comme ça où NJ est partenaire, mais c'est un grand mystère. Donc on aimerait savoir qui. Deuxièmement, comment on règle les réticences des collaborateurs à justement changer les modes de travail. On voit beaucoup d'étages, des espaces de travail ayant changé, mais des méthodes de travail qui n'ont pas du tout changé. Je prendrai la seconde. Si ça marche, oui. Donc sur les différentes entités en fait d'Engie qui peuvent être partenaires, il y a effectivement une dimension qu'on n'a pas abordée aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet, mais c'est la dimension business d'Engie. Donc les équipes de B2B, ce sont elles qui réalisent les travaux, qui ont encapsulé, si je puis dire, l'architecte avec qui on a co-construit les espaces et qui se positionnent sur le marché immobilier pour une offre de service, un business, notamment avec un concept de contrat de performance des usages. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à une performance de l'usage des mètres carrés, pas simplement par exemple la performance énergétique d'un immeuble, mais quel est l'effet, comment peut-on mesurer finalement le confort, le bien-être, l'efficacité, l'engagement, la productivité des salariés et puis également l'efficacité des espaces. Donc nos collègues de B2B sont assez présents dans tout un tas de conférences. Et il y a un salon de l'immobilier en décembre, début décembre, Porte-Maillot. Il y aura des conférences de B2B, par exemple. Voilà. Alors après, Revolution at Work, je vérifierai précisément qui s'en occupe. Alors sur la deuxième question, régler les réticences. On ne règle pas les réticences. On peut simplement inviter chacun d'entre, c'est ce que je disais tout à l'heure, les espaces dans lesquels les choses se passent bien, c'est parce que chacun d'entre nous a fait l'effort de se dire, le monde étant en train de changer, comment je fais ma part, comment je me mets en mouvement. Alors il y a des endroits où c'est plus facile qu'à d'autres. Maintenant, ça ne peut se faire que sur des invitations. Et quand il y a une invitation, elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une offre qui est en train d'exploser. Le coworking étant une offre parmi tout un tas d'autres.
Maintenant, je pense qu'il y a une responsabilité de chacun de se dire, est-ce que je me mets en mouvement sur ce sujet-là, ou est-ce que je laisse le monde changer? On a encore 5 grosses minutes devant nous. Est-ce que vous pensez que les gens qui travaillent à TNT2 sont tous prêts à ces nouvelles manières flexibles de travailler, que ce soit coworking, télétravail En fait, la sensation que j'ai, c'est qu'on est quand même parfois dans une vieille école où les gens font leurs horaires, font leur boulot, et du coup, ça me paraît tellement loin avec les sujets présentés. Je n'ai pas besoin d'être convaincue de cette manière de travailler, mais c'est juste que ça me paraît tellement loin de pratiques que je rencontre parfois tous les jours. Je ne sais pas du tout comment la marche va être possible, en fait. Alors, je peux vous donner simplement un témoignage personnel. L'équipe conseil est passée en espace dynamique il y a 1 an et demi. Il y avait des gens qui étaient absolument contre. Le patron du conseil de l'époque était absolument contre. Bon, donc on a travaillé le sujet en tant que tel. Et finalement, il est depuis parti en retraite. Il n'y voyait pas de relation de cause à effet. Mais c'était un des plus farouches défenseurs du sujet parce qu'il avait découvert, en faisant un travail sur lui, quelles étaient les vertus. Ça rajoute d'autres contraintes, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, l'environnement évoluant, on peut profiter de l'opportunité de cette évolution ou pas. Et ça, c'est, à mon avis, à chacun de faire une partie du chemin. Je suis 100% d'accord avec le fait que, de but en blanc, on ne va pas sauter dans du travail dynamique dans lequel l'ambiance sur le quartier va être de très bonne qualité. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un long chemin. Il y a des équipes qu'on accompagne depuis plus d'1 année parce qu'elles avaient des difficultés à se projeter dans l'espace. Elles avaient des difficultés à imaginer qu'on puisse changer de modèle. Il y a des endroits où la question de savoir si on arrive, l'espace étant partagé, les heures d'arrivée des uns et des autres étant ce qu'elles sont, ça allait se voir. Est-ce qu'il n'y allait pas y avoir un jugement sur le fait que certains arrivent à 10h et partent à 19h et que d'autres arrivent à 7h du matin et à partir de 4h de l'après-midi partent faire autre chose. Tous ces sujets-là se travaillent. On les prend, on regarde quelle est la substance et puis le collectif propose une solution. Dans la majeure partie des cas, on a une très très forte corrélation entre le taux de satisfaction et les endroits où on a travaillé ces sujets culturels, on va le dire comme ça. C'est un des enjeux. Mais la corrélation existe. Et plus on a travaillé ces sujets-là, et la difficulté, c'est que c'est souvent les gens les plus en avance qui ont le plus envie de travailler. Oui, moi je voulais je peux ajouter un mot de témoignage. En tout cas, moi, sur ce que j'ai vu chez BNP Paribas pendant plusieurs années, je ne pense pas qu'on était dans des environnements très éloignés. BNP Paribas, c'est pas Google, hein, comme style managérial historique. Enfin, quoique Google, bon, je pourrais vous en parler longuement. Ce que je veux dire, c'est que c'est plusieurs choses. Un, la réalité est moins sombre que la projection qu'on s'en fait. Et une fois qu'on a franchi le pas, on se dit ah bah finalement c'est pas si différent, c'est pas si horrible, c'est pas si stressant. Quand on a installé un immeuble à Levallois avec 2500 personnes en flex office, cette position et demie de travail pour 10 personnes, la rumeur était il va falloir arriver à 6h du matin pour trouver une place, on va jamais trouver les collègues comme si on les trouvait aujourd'hui vu qu'on passe notre vie en réunion, je sais pas où sont mes collaborateurs, on va perdre la spontanéité du management, etc. Bon. Et puis la réalité, c'est que ça se passe globalement très bien, avec un niveau d'adaptation très fort. Néanmoins, il faut faire attention à être tous, et notamment les dirigeants, raccord avec ce qu'on raconte. Dans ce qui a été fait dans le groupe BNP Paribas et chez Société Générale, j'ai beaucoup parlé avec eux, parce que c'est la même genre de culture. Vous rentrez là-dedans, vous êtes jeune, et pendant des années, et des dizaines d'années, on vous a dit... T'es petit, tu rentres dans une agence, quand tu seras un petit peu chef, tu seras responsable de bureau dans une agence, donc tu auras un bureau, sera marqué chef, un directeur d'agence sur le bureau. Si tu es au siège, tu seras chef de produit junior, tu seras en open space. Quand tu seras un petit peu plus âgé, tu seras chef de produit senior, tu seras dans un bureau à 2 ou 3.
puis quand tu seras classe 8, tu auras un bureau tout seul, puis quand tu seras hors classe, tu auras un 3 tram, puis quand tu seras hors classe, deuxième échelon, tu auras un 4 tram, etc., etc. Je connais ça par cœur parce que j'ai eu tout ça. Puis, si vous contentez de dire en claquant des doigts un jour, tout ça, évidemment, ça ne vous intéresse pas, c'est du statut, c'est des signes, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les succès partagés, c'est les challenges d'équipe, c'est le work together, etc. Bon, les gens disent, ouais, ok, mais moi... Bon, il faut inventer le storytelling de remplacement. Il faut inventer la promesse managériale de remplacement. Et puis, il faut faire attention à une illusion, parce que je voyais qu'il se flattait d'avoir une bande de jeunes sur sa photo. Alors, évidemment, ça m'énerve. Parce que, mais c'est une maladie dont on guérit, jeune. Il ne faut pas croire du tout, contrairement à des idées répandues, que ce sont forcément les seniors qui sont hostiles le plus au changement. Je peux vous dire que chez BNP Paribas, la cible la plus rétive, ça a été les 40 ans, tout rond, managers, cadres. Parce qu'eux, ils sont rentrés déjà il y a plus de 10 ans dans la boîte. Ils ont eu la promesse dont je parlais à fond. Puis tout d'un coup, on nous leur dit, c'est fini. Quand vous avez 57 ans, il vous reste 5 ans. Vous avez votre bureau est grand, pas grand. On vous connaît suffisamment dans la boîte, dans tous les sens, vos défauts, vos qualités, etc. Vous ne prouvez pas quoi que ce soit à qui que ce soit par la taille de votre bureau. Quand vous êtes là depuis 10 ans et que c'est ça qu'on vous a mis en tête et que ça fait 3 ans que vous attendez d'avoir un 3 trams quand vous avez un 2 trams, là, il faut que la promesse managériale, elle change. Il ne faut pas traiter ça par le mépris. Moi, j'ai beaucoup entendu des managers, N+2, de traiter ça par le mépris, du genre, ah bah Monique, elle n'aura plus la photo de ses petits-enfants sur le bureau. Alors on voit bien tous les stéréotypes. Hein. Monique, c'est une femme. Monique, c'est un prénom un peu désuet. On parle des petits-enfants. Donc on cible la femme de plus de 50 ans. Et puis on se dit, allez, dégage. Bon. Il ne faut pas traiter ça par le mépris. Parce que c'est des choses qui sont très au cœur de la relation de l'individu avec le travail, avec l'emploi, avec l'entreprise. Donc il faut accompagner ça. C'est pour ça que quand on dit c'est des accompagnements de longue durée, c'est pas 2 jours après l'emménagement que c'est fini. Je pense que l'accompagnement après, il est encore plus long que l'accompagnement avant. Oui, bonjour, Bertrand Bénichou. Moi, j'ai une question donc, pour Gilles Allard. Toute la tour T1 donc, va passer en espace dynamique. Alors, est-ce que ça rend redondant un éventuel partenariat avec des espaces de coworking à l'extérieur, ou est-ce qu'au contraire, il y a une complémentarité, notamment pour bénéficier des synergies et de l'immersion dans des écosystèmes innovants? Là, je ne vais pas répondre spécifiquement pour T1, mais en général, ce qu'on peut imaginer comme tendance, c'est que les entreprises, les groupes et Engie, pourquoi pas, vont certainement réduire leur empreinte en mètres carrés en dur, si je puis dire, et faire appel à des solutions flexibles autour. Et par ailleurs, si sur des ensembles immobiliers, on a de la vacance, des mètres carrés vacants, on peut aussi imaginer soit de développer une offre en propre de coworking, et du coup d'être sur la plateforme bureau à partager peut-être, ou alors de s'associer avec un acteur qui, sous sa marque ou sous une marque Engie blanche, développera ce business. Donc il y aura, là je ne suis pas en train d'annoncer quoi que ce soit, hein, bien sûr, c'est plutôt en termes de tendance. Je pense qu'il y aura de l'interpénétration entre ces solutions et que globalement les entreprises y trouveront leur compte parce qu'elles auront bougé leur mode de travail dans le cadre de transformation. Et là encore, c'est profond, c'est pas cosmétique. Et par ailleurs, ça sera un moyen aussi de faire de la performance et de l'optimisation. Jacques Mouton, j'ai une question qui sera plus pour M. Allard. Peut-on connaître à la date, vu que toute la tour T1 va passer en espace dynamique, la date de la mise en place des espaces dynamiques au 35 et 36e étage? Les DGA, on parlait d'exemplarité. Voilà. Donc là, le principe, c'est bien que les DGA, membres du COMEX, seront avec leurs équipes dans les espaces. Donc il y en a qui vivent très bien, déjà, qui sont déjà dans ce cadre-là, ou qui sont arrivés dans le groupe et puis ils n'ont pas eu le choix. Donc ça leur a fait un peu bizarre au début, mais finalement, ils en sont promoteurs maintenant. Et puis il y a des gens pour qui, des DGA, pour qui ça va être plus difficile, ou c'est plus difficile, mais on y arrive.
Donc c'est bien ça l'idée. Donc là, le 35e, il y aura des évolutions. Là, je ne les connais pas encore parce que on fonctionne aussi par priorité. La priorité, c'est toute cette conduite du changement sur l'ensemble des étages de terrain. Levez le bras très haut. Bonjour. Allô, allô. Oui. Bonjour, Sylviane Magère d'Erage Group. À quelle échéance est-ce qu'on peut imaginer les salariés de Engie travailler dans des espaces de coworking à leur guise? Je sais qu'il y a des différents acteurs très désireux de nous faire des offres formidables. Non, après, il faut qu'on voit la globalité du sujet, le management, le coût que ça peut représenter. Donc on ne passera pas du jour au lendemain dans un système très différent. Donc ça va prendre un peu de temps. Il y aura de la perméabilité entre les différents systèmes, mais je ne peux pas annoncer d'échéance comme ça. Mais en tout cas, c'est bien un sujet de réflexion et pas de réflexion pour dans 10 ans. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans cette conférence, nos intervenants ont été invités. Je voudrais dire un mot pour que ce ne soit pas Clément qui donne l'impression de faire de la publicité et de sortir son bon de commande. Mais en relation avec votre question et celle du médecin du travail, madame, moi je crois que le coworking, l'utilisation par les grands groupes des espaces de coworking, c'est inéluctable. Inéluctable. Parce qu'on sous-estime la difficulté du télétravail. Bon, parce que aujourd'hui, évidemment, quand on demande aux salariés en région parisienne, voulez-vous faire du télétravail, c'est un raz-de-marée. Les gens disent oui. Mais la question de tout à l'heure sur les canapés, les dossiers des canapés dans l'espace de coworking ne sont pas réglables pour les lombaires. Vous croyez que les gens chez eux, c'est réglable pour les lombaires, les chaises à leur maison? Vous croyez que leur ordinateur il est à 90 degrés par rapport à la fenêtre? Vous croyez que l'éclairage il est suffisant en termes de lumen? Vous croyez qu'ils ont des LED au plafond? Bien sûr que non. Il y a un vrai risque qui est souvent sous-estimé par les dirigeants et dans les groupes, c'est que le télétravail soit un truc de riche. Évidemment, si vous avez une maison à Rambouillet dans le 78 ou si vous avez 150 mètres carrés dans Paris, vous pouvez faire du télétravail et vous êtes content. Mais quand la plupart des collaborateurs de vous, comme de BNP, comme de la Société Générale, qui ont moins de 25 ans, ils vivent dans 19 mètres carrés, où ils sont colocs avec deux autres personnes, ils ne veulent pas faire du télétravail à leur maison. Et donc si le choix, il est, vous faites 1h15 de transport, ou bien vous esquintez les yeux et le dos à votre maison, c'est un choix qui n'est pas correct. Donc je pense qu'en termes social, les entreprises seront obligées d'avoir la troisième solution, qui est de proposer aux collaborateurs qui habitent loin, ou qui habitent un studio, ou qui habitent machin, une solution équitable pour qu'ils bénéficient aussi de la possibilité du anywhere. Et ça ne peut être que les espaces coworking qui doivent faire des efforts par ailleurs. Si je peux rajouter, quand on va à la salle de gym, on va aussi à la salle de gym parce qu'on a besoin d'un environnement qui est propice au sport. Et donc il y a effectivement l'aspect physique et on va dire plus la posture, etc. Mais il y a aussi cet aspect entraînement, c'est-à-dire que bosser sur son canapé, ça marche 1 heure, ça marche 2 heures, et puis après on se lasse, on a envie d'être dans un espace qui est propice. C'est aussi pour ça que le bureau a cette fonction, c'est social avant tout, et donc aller dans un espace où on va déjeuner avec des gens, on va rencontrer des gens, c'est hyper important. Donc quand on discute avec des indépendants, cette solitude, ils en souffrent. Voilà, c'est pas possible de bosser 1-2 journées chez soi, même si on est bien installé, parce qu'il y a cette solitude qui s'installe, il y a ce besoin social de l'être humain qui prend le dessus. Donc ça, c'est aussi un vrai gros sujet. Oui, j'entends plus. Voilà. Dimitri Goletti, est-ce que Gilles ou les autres invités pouvaient nous dire comment on relaie cette culture, nouvelle culture de travail
dans les BU, dans les filiales, parce que ça part souvent des sièges. Mais quand on est chez Engie en train de dire ça va être la nouvelle culture de l'entreprise, ça ne se limite pas qu'au siège. Enfin, du coup, je réponds. Il y a effectivement derrière cette opération plus d'autres à Saint-Ouen, à Bruxelles, le fait d'en faire une politique groupe. Et par exemple, si nous travaillons sur des schémas directeurs en région ou dans différents pays, les nouveaux, c'est en étant opportuniste par rapport à de nouveaux projets, des regroupements, on prend de nouveaux sites. Là, à ce moment-là, c'est ce type d'implantation qui doit être privilégié. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on fait un copier-coller des plans qu'on a ici. Il faut que ce soit un projet managérial. Donc il faut qu'il y ait une réflexion, une co-construction des équipes, du management, que ce soit un vrai projet, pas seulement immobilier, mais projet managérial de l'entité concernée ou du regroupement d'entités, puisque c'est aussi quelque chose sur lequel dans l'immobilier nous travaillons, dans des différentes grandes villes ou capitales dans le monde, le fait de regrouper les équipes d'Engie, parce qu'elles vont faire du coworking entre elles finalement. Et puis, donc on y trouve un intérêt par les synergies, et puis des mutualisations de coûts et de nouvelles pratiques, nouveaux modes de travail. Donc ça va pas se faire non plus immédiatement en claquant dans les doigts, ça va prendre un peu de temps, mais c'est la tendance. Si je peux me permettre, il y a vraiment ce côté, passer d'une culture de la présence à une culture de la confiance et de la responsabilité. Je pense que tous les grands groupes sont sur ce sujet. C'est humain, donc ça prend beaucoup de temps. Et je pense que l'espace de travail, le dynamique, tout ça, ça participe aussi à une nouvelle façon de collaborer, à une nouvelle façon d'échanger entre les équipes qui va dans le bon sens. Donc le physique impacte aussi le management. Donc ça va dans le bon sens. C'est ces sujets-là qui vont permettre de faire avancer. Après, il y a les outils numériques aussi qui sont un gros sujet, sûrement qui doivent être un sujet chez vous. Donc, c'est plein de petites choses qui vont faire avancer cette culture de la présence à transformer en culture de la confiance, de la responsabilité, de la liberté. Voilà. Donc tout ça, ça participe à cette nouvelle dynamique du travail. Donc voilà, on est en plein dedans et c'est quand même assez intéressant. C'est un gros shift, je pense, auquel on participe. Donc, merci beaucoup. J'ai juste une dernière annonce, puisque donc avec la direction de la marque et de la communication, nous lançons un challenge photo, donc ouvert aux personnes qui sont déjà dans les espaces dynamiques et qui sont invitées à s'associer avec des colocataires, si je puis dire, d'entités différentes, et puis de prendre en photo les différents espaces, bien entendu sous un angle ludique, original. Et l'ensemble des collaborateurs, cette fois-ci des tours T1 et T2 encore, seront invités, s'ils le souhaitent, à être une sorte de jury global qui permettra de récompenser les photos les plus plaisantes, si je puis dire, avec quelques lots sympathiques à gagner. Tout ça sera annoncé plus concrètement tout à l'heure à 14h, précise sans doute, par un mail qui va partir de la direction de la marque et de la communication. Voilà. Plus de questions pour maintenant. Si vous voulez poursuivre la conversation, vous connaissez le Yammer tour à tour, il est ouvert. Donc on peut continuer ce genre de sujet qui est sans fin. Merci d'être venu. Applaudissements pour les intervenants, ils le méritent bien. Bon appétit.